What are you? I mean, what do you do? Un ours et une souris, ça va pas, enfin c'est pas... C'est pas quoi? C'est pas convenable, ça se fait pas? Les ours en haut et les souris en bas, c'est ça? Eh ben oui, depuis toujours c'est comme ça, voilà. Mais comment tu fais pour être aussi con, bordel? Je me vois mal parler de mon âme avec vous. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis critique à Objectif 32. Critique de quoi? Du cinéma. Ah bon? Et votre objectif, c'est d'avoir 32 lecteurs? Espèce de hippie de merde! À qui la faute, monsieur le commissaire? Hein? Moi, je roulais tranquillement, doucement, à ma droite. Et c'est monsieur qui brûle un stop et qui m'emplâtre. Écoutez tous, ou bien vous arrêtez vos micmacs, ou bien je sors les dossiers tout de suite. L'Infini Détail, le podcast, nouvel épisode et nouvelle voix, puisque j'accueille aujourd'hui pour la première fois mon camarade Johan Granara. Salut à toi Johan, comment ça va? Bah ça va très bien, et toi Guillaume? Bah, très bien, je pense que tu es très heureux d'être là. Oui. Tu rayonnes aujourd'hui. Oui, voilà. On va parler d'un film très intéressant, à Montpellier, n'est-ce pas? avec ce beau soleil, absolument, dans ce bel appartement. Absolument. Arrête les compliments, je rougis, heureusement qu'on n'est pas filmé. T'étais un vrai nouveau venu, vu que t'as pour l'instant jamais participé à l'Infini Détail, même à l'écrit, mais vu les discussions animées qu'on peut avoir dès qu'on sort d'une salle de cinoche, toi et moi, je te propose aujourd'hui, je t'ai proposé d'évoquer un film donc un peu étrange, un peu oublié et très méprisé, Domino, de Tony Scott, qui est un film que moi j'avais absolument détesté à sa sortie, mais que tu avais trouvé toi plutôt intéressant, il me semble, quand tu l'as découvert. Ouais, en effet, alors moi je l'avais pas vu en salle, je l'avais vu en DVD, il me semble, j'en avais beaucoup entendu parler, j'avais vu des bandes annonces, j'avais vu quelques articles, je sais pas si ça avait été beaucoup couvert, mais moi du moins c'est l'impression que j'en avais à l'époque, et du coup j'étais très curieux de voir ça, et j'ai été assez servi, j'étais très preneur de mise en scène un peu hypercute, qui bouscule. Et j'ai vraiment été enthousiaste. Et en même temps, il me restait un petit arrière-goût. Il y avait quelques petites choses qui me gênaient sans que je puisse mettre le doigt dessus, on va dire. Donc j'étais vraiment partagé entre ce plaisir de mise en scène et ces questionnements. Et ces questionnements, en fait, j'ai pu y répondre au fil des visionnages en préparant ce podcast. Et on va pouvoir en parler ensemble. Donc, absolument. Alors on va commencer par l'essentiel. Domino, c'est donc un biopic, celui de Domino Harvey, la fille de l'acteur Laurence Harvey et du mannequin Pauline Stone, qui un jour plaquait son univers confortable pour devenir chasseuse de primes, ce qu'elle fait au contact de deux mecs qui ont déjà roulé leur boss dans le métier, Ed et Choco, qui sont interprétés par Mickey Rourke et Edgar Ramirez à l'écran. Domino, quant à elle, est incarnée par Keira Knightley. Et donc, comme c'est un film dont on n'a plus beaucoup parlé depuis sa sortie, il me semble, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va revenir un peu sur sa conception. Donc c'est un film qui date de 2005 et c'est un projet que Tony Scott mûrissait depuis une douzaine d'années, à l'époque où il a lu un article dans The Sun sur le parcours de Domino Harvey avec une photo d'elle où on la voyait armée jusqu'aux dents. C'est dans ce même article que la mère de Domino, Pauline Stone, qui est veuve à l'époque, découvre ce que fait sa fille. Et elle a pris ça suffisamment au sérieux pour lui acheter une magnifique veste en Kevlar pour son anniversaire. Veste qu'apparemment Domino a mise une seule fois. Donc le temps passe, Tony Scott pense à cette histoire. Entre-temps, il réalise pas mal de gros succès, comme Ennemi d'État et Spy Game. Et finalement, le salut va venir d'un producteur français, Samuel Hadida, avec qui Tony Scott avait déjà travaillé pour les besoins de True Romance. Et Samuel Hadida expliquait la situation en ces termes. L'histoire de Domino semblait fasciner Tony Scott et ça faisait près de 10 ans qu'il mûrissait le projet d'en faire un film. Durant cette période, il a écrit plusieurs jets de script sans jamais en être satisfait. Ce n'était pas évident car Tony voulait s'éloigner du concept pur de biopic, tout en préservant la singularité de la véritable histoire de Domino. C'est alors qu'il a vu Donnie Darko et décidé d'approcher son réalisateur et scénariste Richard Kelly. Une fois la phase d'écriture terminée, Tony m'a contacté et m'a expliqué que la Fox, avec qui il était sous contrat, avait trouvé le script trop sombre, trop étrange. Personnellement, c'est ce qui m'a attiré, et après avoir lu le scénario, je suis revenu vers Tony, qui m'a suggéré Keira Knightley dans le rôle principal. Fin de citation. En gros, Samuel Hadida a récupéré le projet, il est parti négocier avec New Line, afin que 20th Century Fox libère Tony Scott de ses obligations, et que Domino puisse se faire ailleurs. Donc les choses se mettent en place, le budget était de 70 millions de dollars chez la Fox, il descend à 55 chez New Line. Samuel Hadida a fait exprès de laisser affluer d'autres propositions pour le rôle principal, afin de mettre un peu la pression aux agents de Keira Knightley, et ma foi ça a payé vu que l'actrice a signé alors qu'elle n'avait que 4 jours entre la fin d'un autre tournage et le début des prises de vue de Domino. Donc c'est un film qui s'est tourné assez vite et on parle de 61 jours de tournage, ce qui n'est pas énorme compte tenu du nombre de personnages, de scènes d'action et de décors naturels que le film comporte. À noter, sur ce même tournage, la présence de Zeke Unger, un véritable chasseur de primes qui servait de consultant à l'équipe.
Pour l'anecdote, pendant la préparation de Domino en 2004, Tony Scott était parti filmer de nuit au caméscope une équipe de chasseurs de primes en pleine descente dans les rues sombres de Compton. Et Edgar Ramirez aurait voulu à son tour suivre Zik sur une véritable opération, mais visiblement ses assurances lui ont dit non, c'est pas possible, on va pas te couvrir sur un coup pareil. Donc cette longue introduction pour dire à quel point Domino, dans sa conception, dans sa fabrication, est un film qui est rempli de réel, si on peut dire. C'est pas un film artificiel. Du coup, pourquoi est-ce que le résultat a été perçu comme si artificiel, voire comme une agression, une arme de destruction artistique, pour reprendre les mots de Christophe Narbonne dans le magazine Première à l'époque? Je pense qu'on peut commencer par discuter de ça. Comment est-ce qu'on le perçoit, Domino, aujourd'hui, toi et moi? My name is Domino Harvey. You're probably wondering how a girl like me arrived here. I am a bounty hunter. Toi, je crois que le côté food-track expérimental de Tony Scott, en tout cas sur ce projet, ça t'a pas séduit tout le long. Ce que j'avais dit au début, c'est que la première fois que j'avais vu, ça m'avait beaucoup plu. La deuxième fois, qui est en fait avec toi, quand on s'est fait notre petite soirée cinéma, j'ai apprécié quand même, mais il y avait des choses qui me faisaient un peu... qui me dérangeaient un peu. Comme je disais, là-dessus aussi, j'avais pas réussi à mettre le doigt dessus, et en revoyant, pour le podcast, tout seul, il y a quelque chose que j'ai compris. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que la mise en scène tient trop, pour ma part, au montage, en fait. Ça veut dire que finalement, l'entièreté du film Domino, pour moi, est filmée presque en apparence, parce que bon, j'ai pas les rushs sous les mains, je peux pas dire c'est tourné comme ça, mais en apparence donne l'impression d'un film tourné de façon plutôt classique pour un film d'action. Soit dans le montage de base, c'est très découpé pour donner cette sensation d'urgence. Mais il y a un truc où, de suite, dès qu'on va rentrer dans les effets qui ont pu déranger beaucoup de personnes, et qui, moi, parfois peuvent me déranger à certains moments du film... Ouais, moi, le premier, j'en pouvais plus la première fois. C'est le côté, on va utiliser tout ce qui est disponible en salle de montage, on va prendre notre logiciel et on va tout mettre. On va se lâcher. Ce que tu m'avais dit, que je ne savais pas, c'est que par contre, effectivement, ils avaient utilisé plusieurs caméras. Ouais, il y avait 6 caméras en permanence, apparemment, pour toutes les scènes, que ce soit à l'extérieur ou sur les trucs très exigus. Ok. Et tu sais que c'était des caméras différentes ou c'était plus ou moins les mêmes? A priori, c'était les mêmes. Et il y avait... il a tourné, en fait, avec des caméras à manivelle, apparemment, 1910. Et il exposait 2 fois la pellicule, en fait. Donc, la pellicule défile à vitesse au l'opérateur. Et il exposait plusieurs fois, donc c'est pour ça que tu as ces effets de surexposition, de surimpression qu'il a pu trafiquer après. Donc, c'est marrant parce que au ressenti, tu me dis que le film a été fait au montage. Et Richard Kelly, le scénariste, disait qu'au contraire, pour lui, un tel film est déjà presque monté dans la caméra, en fait, sur le tournage. Donc il y a une espèce de gouffre, en fait, entre peut-être les intentions de tournage en dur, parce qu'il y a très très peu de CGI sur le film, et à l'arrivée, quand on le voit, on a l'impression que tout est surfait, surligné, du coup faux. Oui, mais je pense que de toute façon, c'est comme ce qu'avait théorisé André Bazin par rapport au montage et au sentiment de réalité, de laisser les plans longs pour sentir la chose exister, être dans le réel. C'est exactement l'antithèse de ce que fait Domino. Ça veut dire qu'il y a très rarement des moments où on va voir tous les personnages ensemble dans le même plan, en train de discuter ou en train de se battre. On va tout être très découpé. On va avoir un gros plan pour chaque personnage, un plan moyen pour chaque personnage. Quand le plan large est là, ils sont plus ou moins cachés, on voit plus ou moins le lieu, et on voit que ça n'intéresse pas vraiment Tony Scott de mettre en place le lieu. C'est vraiment, on va être sur les visages et sur les actions même. Il découpe vachement aussi quand ils se lèvent, quand ils se mettent à tirer, il y a toujours un gros plan sur le fusil, etc. Du coup, moi, j'ai cette sensation-là, d'avoir un film de montage, dans le sens où j'ai pas l'impression que la caméra, en elle-même, de façon individuelle, va me raconter l'histoire. J'ai l'impression que c'est parce que les plans ont été découpés de telle manière, de tel sens et de tel sens, que Tony Scott me raconte son histoire. Moi, c'est dans ce sens-là que je sens un film de montage. Moi, ce que je veux bien entendre, parce que dit Richard Kelly, de toute façon, c'est qu'effectivement, quand tu tournes avec 6 caméras, tu sais que ça va être découpé comme ça. Tu sais que le mec va piocher dans tous les sens et ça va être un véritable chaos. Alors peut-être que lui-même étant réalisateur, qui est plutôt un peu plus calme, on va dire, dans sa mise en scène, qui a dû tourner Donnie Darko avec une caméra posée ou avec ses plans assez lents, peut-être que lui, en voyant tout ce dispositif et la façon de diriger de Tony Scott, le montage était évident dans cette façon de filmer. Mais malgré tout, j'ai l'impression que
ils auraient pu monter ce film tout à fait autrement et de façon un peu plus conventionnelle. Mais c'est vrai, d'ailleurs, quand tu vois, c'est flagrant quand tu regardes le making-of ou les images de tournage, du coup, tu as une version, on peut dire, brute de ce qu'aurait pu être Domino. Si Tony Scott l'avait réalisé, je sais pas, justement, la première fois qu'il a bossé avec Samuel Adida, façon trop romance, où il n'y avait pas de... Le montage n'était quand même pas classique, mais tout à fait lisible. Il n'y avait pas de surimpression, il n'y avait pas de filtre. Donc c'est une vraie... il se pose beaucoup de questions, Tony Scott, ça se sent, il faut aller voir les interviews, l'écouter. Il se pose beaucoup de questions sur la narration et sur comment illustrer, raconter ses histoires. Et c'est étonnant en fait qu'un sujet comme celui de l'histoire de Domino Harvey soit arrivé à ce moment-là de sa carrière où il expérimentait comme un malade. Enfin, il a atteint un point de rupture en fait avec Domino, mais en fait on dirait... il est tellement épuisant en fait, dans le bon sens du terme. Moi je prends un pied monstre à le regarder, mais il est tellement épuisant. Ça me fait penser à c'est une toile qui s'appelle Notre maison de Montsomme de Raoul Dufy. Sur laquelle j'étais tombé il y a des années, qui m'avait fasciné. C'est une toile du mouvement fauve en fait, t'as des tonnes de couches de couleurs superposées. C'est très très distordu, mais c'est de l'image fixe. Donc imaginez ça en mouvement en fait, pour l'œil c'est un cauchemar, tu vois. Et lui il a fait ça sur 2 heures. Je pense que s'il avait poussé ces expérimentations là encore plus loin, ce qui s'est calmé après, il a fait Déjà Vu, Unstoppable, des films qui dans la forme sont beaucoup plus sages. S'il avait poussé ça encore plus loin, il aurait fini dans une expo d'art abstrait à côté de Pierre Soulages, avec un trait juste sur une toile blanche. Mais c'est d'autant plus étonnant, moi je trouve, une forme pareille pour un blockbuster. Alors on va un petit peu parler très très rapidement du récit, mais très rapidement c'est un road movie Domino en fait sur le fond. On va suivre donc ces chasseurs de primes, les 2 aguerris et l'apprenti, donc la jeune Domino, pour retrouver, on vous le résume grossièrement, des braqueurs. C'est un script qui est tellement biscornu et tellement touffu que Richard Kelly, l'auteur, avait mis un organigramme en première page, histoire que Tony Scott et les gens qui le lisent ne se perdent pas. Et ils ont quand même dû le lire 3 ou 4 fois pour savoir exactement de quoi il retournait et qui faisait quoi. Donc vous prenez ça, plus la mise en scène expérimentale de Tony Scott, forcément c'est un objet, et moi c'est pour ça que je l'adore aujourd'hui, qui te bouscule un peu dans ton confort. Je sais pas si t'as ressenti ça en le voyant, c'est pas des habitudes qu'on a face au blockbuster. Oui, complètement. Malgré tout, je mettrais une petite nuance. On est quand même à une période où le cinéma d'action se dirige pas de façon aussi explicite et aussi forte que Tony Scott, mais malgré tout dans cette vague de cinéma d'action très filmé avec la caméra épaule, les longues focales, truc très cut. Justement, je regardais qui un peu avait monté et chef-op le film. J'avais vu que le chef-op c'était Dan Mindel, que je connaissais pas, mais qui a bossé sur des choses comme Savages, Star Trek, Mission Impossible 3, qui sont quand même un peu plus ou moins dans la même lignée, on va dire, dans le filmage, dans le sens voilà, un peu nerveux, rapide. Et au montage, donc bon, on a le monteur Christian Wagner, qui est le monteur de Tony Scott, qui avait fait Man on Fire, mais qui avait fait aussi The Island. Il y avait un peu ce style-là chez Michael Bay, qui allait pas aussi loin, mais qui commençait à chercher. Bad Boy, ça bouge beaucoup, mais on est assez simple, et puis plus il avançait, plus c'était ce truc en scope très serré. Tu parles du premier Bad Boys ? Oui. D'accord, ouais, c'était... Ça bouge, mais pas tant que ça. T'as pas l'impression de te faire violer les yeux, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu... il y a eu cette veine-là, cette recherche de, bon, maintenant, le cinéma d'action, qu'est-ce que c'est ? C'est de la caméra épaule, c'est de la longue focale, on y va, on découpe beaucoup. En gros, on t'en fout plein la gueule pour te faire sentir le sentiment d'urgence. Il y en a qui ont réussi à très bien le faire. Moi, je pense que Tony Scott a un art de faire ça. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression c'est agressif, comme tu le disais, mais t'as pas l'impression de saigner des yeux non plus. À mon sens, moi, je peux comprendre qu'il y en a qui trouvent que ça fasse saigner des yeux. Il y en a d'autres qui arrivent moins bien, parce qu'il y a toute une gestion de l'espace et tout à faire quand tu adoptes cette mise en scène qui est compliquée. Donc en même temps, c'est vrai que pour un blockbuster, c'est assez osé d'aller aussi loin, parce qu'effectivement, il touche presque à l'expérimental, parce qu'il y a aussi tout cet aspect de titrage, etc., qui est assez marqué. Mais en même temps, j'ai le sentiment, peut-être à tort, qu'on est dans une lignée du cinéma d'action qui était en train de se faire à ce moment-là aussi, où il y a eu un petit changement, quoi, quand on est passé du James Bond à du Jason Bourne, quoi. Alors c'est amusant parce que je l'ai revu du coup avec toi, Domino, et même en voyant le making of, j'ai pas souvenir qu'il y ait justement des plans de caméra à l'épaule, tu vois. Alors il y en a très très peu. Il fonctionne beaucoup sur des rails de travelling, alors t'as 6 caméras, donc forcément t'as beaucoup plus d'axes que pour une scène d'action classique.
Mais néanmoins, moi, j'ai pas du tout retrouvé le style de Jason Bourne ou des effets de shaky cam, vraiment. C'est dans les textures, en fait, ou dans les surimpressions que ça te déstabilise. Hein. Mais sinon, c'est un film dans sa... Alors, effectivement, c'est peut-être une sensation que j'ai eue, oui, en tout cas. C'est étrange, par le montage. Mais il y a quand même un peu ce sentiment de prise sur le vif et on est un peu presque geste documentaire ou même télé-réalité, si on peut l'aimer. On en parlera après de justement ce sens de la mise en scène et de la télévision, le rapport à la télévision. Mais quand même, il y a ce sentiment-là d'urgence et d'image prise sur le vif. Alors peut-être qu'effectivement, je me trompe par rapport à Caméra Épaule, mais c'est la sensation que j'en ai, en tout cas. Mais c'est peut-être plus intéressant. Dans le cas d'un film aussi extrême que Domino, c'est peut-être plus intéressant justement de savoir comment tu le ressens, parce qu'il a une fois encore été fait avec beaucoup d'éléments de réel, beaucoup d'effets de plateau. Malgré tout, on le trouve artificiel. Il y a énormément de rails de travelling et de machinerie complexe. Et malgré tout, en le voyant, tu peux avoir une sensation de film pris sur le vif, à l'arraché, alors que dans les faits, a priori, non. Donc comment ça se... C'est vraiment un ovni, ne serait-ce que de ce point de vue-là, quoi, entre sa création et les effets qu'il produit. Il est peut-être son film le plus, on va dire le plus complexe, on va dire, à appréhender quand même, Tony Scott. Après, c'était... Il y a eu Man on Fire juste avant, et il avait tourné aussi une pub pour BMW qui s'appelle Beat the Devil, qui était tournée justement à Las Vegas. C'est en tournant cette pub qu'il a eu l'idée de faire le final de Domino dans le casino du Stratosphere, là-bas. Et déjà, il expérimentait les sous-titres évolutifs, les filtres à gogo, les surimpressions, mais c'était un tout petit court-métrage, en fait, où on voyait le vrai James Brown aller négocier une nouvelle jeunesse avec le diable qui était joué par Gary Oldman. Je crois que c'était un truc complètement ouf. Et c'est BMW qui avait commandé une série de courts-métrages à divers réalisateurs. Donc il y avait Joe Carnahan, il y avait Wong Kar-wai, il y avait John Woo aussi, je crois qu'il y en a fait un si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr de moi. Et il y avait donc Tony Scott. Et la seule contrainte était, tant qu'une poursuite en bagnole, on met la BMW en valeur, faites ce que vous voulez. Donc qu'a fait Tony Scott, c'est ce qu'il a voulu. Donc comme les pubs qui tournent pour Marlboro, Amazon, etc. sont déjà des labos d'expérimentation, ça en était un aussi. Donc il y a quasiment tout Domino, jusque dans les bruitages en fait, qui est contenu là-dedans. Et là pareil, quoi, on essaye c'est quand même censé te donner envie d'acheter une bagnole, quoi. Mais tu retiens une espèce de trip sous acide avec James Bond en guest star. Il y avait Clive Owen aussi dedans. Enfin, c'est un petit ovni en fait, qui est déjà fatigant à regarder, dans le bon sens du terme. Et appliquer ça sur 2 heures, je comprends que la recette puisse donner l'impression d'un film faussement documentaire. D'autant que c'est un biopic en plus, c'est une histoire vraie. C'est vrai que ça peut poser question au final. Après, comme tu disais dans l'intro, et qu'on le sait, Tony Scott, il a refusé plusieurs scénarios parce que pour lui, ça faisait trop biopic en fait. Ça faisait trop bon. Donc je pense qu'effectivement, dès le départ, lui, ce qu'il voulait, c'est un matériau d'origine qui permettait de s'éclater avec sa caméra, avec son montage, de chercher. Mais justement, est-ce que c'est pas un peu, on va dire, d'une certaine manière, la limite du film, quoi? C'est là où on va en venir. N'est-ce pas? C'est là où on va en venir. La limite. Hein, la limite de la mise en scène. Limite de la mise en scène. Mais c'est pour préciser, Tony Scott a dit avec les studios, on a tendance à s'auto-censurer. Donc là, c'était pas le cas vu que Samuel Adida lui laissait toute l'attitude. Et il disait ensuite je n'ai pas laissé assez respirer le film. Le script de Richard Kelly est très bon et j'ai été submergé par la folie du monde que je touchais. Ce qui résume peut-être la plus grande qualité pour moi et peut-être la plus grosse limite pour toi du film. Il a peut-être noyé les pistes les plus intéressantes du scénario de Richard Kelly. Ouais, effectivement. Moi, je pense qu'il y a un truc où il y a un moment où tu pressens qu'il y avait des choses à développer et qu'ils ne le sont pas forcément. Ou qui sont dans le script même, dans le sens où les personnages disent des choses. Je précise que tu l'as lu, le script de Richard Kelly. Alors, pas en entier, en vrai, je l'ai lu en diagonale parce que j'étais interrogé notamment par rapport à la structure. Parce que comme je suis, on l'a pas dit en intro, mais pour ceux qui me découvrent, je suis monteur image de profession. Donc j'ai un peu ce truc, cette curiosité de voir quand un film est construit de façon assez anarchique, comme ça. Bon, anarchique, oui et non, parce que c'est quand même contrôlé, effectivement, une construction de film, mais qui donne... Parce qu'il faut le dire, où il y a beaucoup d'allées et venues dans le temps, dans les événements. C'est très compliqué de jauger ça. Et j'étais curieux de voir au scénario comment ça avait été fait. Et c'est un peu plus sage quand même dans le scénario. On sent qu'il y a un truc que Tony Scott a voulu aussi un peu éclater ça. Est-ce que la limite de la narration en telle n'est pas là aussi? D'avoir voulu en faire trop
d'avoir voulu trop faire des allers-retours? Est-ce qu'on s'est pas perdu? Est-ce qu'il y a des, je sais qu'il y a des éléments, notamment sur le mot est grand, mais sur le volet social, on va dire, sur les thématiques sociales de ce que raconte Domino, qui étaient plus évidents dans le script et qui t'ont paru à l'écran atténués pour le meilleur ou pour le pire. Mais en fait, notamment, il faut préciser, Richard Kelly, en fait, mauvais garçon qu'il est, avait besoin de récupérer son permis à un moment donné parce qu'il avait grillé je sais pas combien de feux rouges, je sais pas. Donc il est allé au DMV, la structure qui gère les permis de conduire aux États-Unis. Et il disait qu'en fait, il a eu l'idée de Domino là-bas parce qu'il y allait pendant 3 matinées, il a passé des plombes à attendre. Et il disait, mais là-bas, en fait, c'est un lieu où se croisent toutes les couches sociales, tout le monde, en fait. Et on est tous là, penauds, à soit devoir passer le permis, soit le récupérer. Et il a commencé, en fait, à écrire ça avec cette observation. Donc, en fait, de Domino, en tout cas, le script de Richard Kelly vient de là. Et tu m'as dit que dans le script, il y a ces aspects conscients, en tout cas. Ça commence par cette scène-là, en fait. Ça veut dire que pour les gens qui n'ont pas forcément vu Domino, ceux qui s'en souviennent pas, en gros, Domino commence par, on va dire, des gros plans sur Domino qui dit « Bonjour, je suis Domino, je suis telle personne » avec une voix off. Voilà, elle se présente, en fait, elle est face à un agent du FBI joué par Lucy Liu, et Domino va raconter comment elle en est arrivée là, elle a la gueule en sang, elle est seule à l'écran, il n'y a plus ses acolytes, Edgar Ramirez et Mickey Rourke, il y a elle, Lucy Liu, et elle va nous raconter cette histoire foutraque et la scène du DMV, parce qu'il en a aussi question de ses permis de conduire dans le film, arrive plus tard. Mais alors que dans le script, c'est une autre paire de manches. Exactement, dans le script, en fait, on a la voix off de Domino. On commence pas du coup sur son visage, comme une narratrice qu'on ne connaîtrait pas, et qui raconte quand j'étais petite, j'allais à Disneyland, ma mère me disait que c'était le plus bel endroit du monde et je la croyais, tout ça. Mais il y a aussi le pire endroit du monde à Los Angeles, et c'est le DMV. Là, d'un coup, de suite, par rapport au film, dès le premier dialogue, ça raconte quelque chose. Ça veut dire il y a le monde du rêve, le monde de Disneyland, qu'on peut faire, c'est un peu le rêve américain, tout ça. Et puis il y a la réalité américaine, et là c'est l'endroit où on récupère son permis, quoi. Et dans le scénario, on remarque qu'il y a vraiment plein d'éléments qui sont marqués, notamment il écrit « poor people », donc les gens pauvres, en majuscules. Il y a beaucoup de majuscules dans son scénario, sur certains mots pour appuyer des choses. Et là, vraiment, il appuie beaucoup sur ces éléments-là. Le fait qu'il y ait beaucoup d'hispaniques et d'afro-américains. Et aussi, il y a tout un truc qui est assez marrant où il explique qu'on est censé entendre des cris de bébé, que le bing des appels pour les rendez-vous coupe le son de bébé. Et il explique par une phrase, c'est un truc de scénario, c'est-à-dire qu'à mettre en image, c'est un peu plus compliqué, que les gens sont processés par le système. Le fameux bing des appels qui coupe les cris de bébé, du coup, c'était le bing quand on est assis dans... Oui, voilà. Ça peut être le DMV, ça peut être, je sais pas, Pôle emploi, quand on vous appelle pour votre numéro, vous avez sélectionné après des heures d'attente. Voilà, c'est ça, exactement. Et il dit, du coup, ces personnes sont processées par le système. Ça veut dire que dès une première phrase de scénario, il explique que c'est des êtres humains qui vivent dans la pauvreté, qui sont des minorités ou d'autres choses. Il a beaucoup appuyé là-dessus dans le scénar, mais qui sont passés comme des machines. Et il met plein de petits détails sur des gens qui ont chacun sur leur petit papier un numéro. Donc ils sont tous des numéros, enfin voilà. C'est un peu lourd, c'est très didactique quand même comme façon de montrer les choses socialement, mais on sent déjà en lisant le scénario qu'il y a une volonté de raconter un prolétariat américain et des gens qui sont soumis à un système, quoi. Donc, en fait, il se servait de ce contexte social pour évoquer l'histoire de Domino, alors que dans le film, on a l'impression que on rentre directement dans la tête de Domino Harvey et que ça va évoquer en filigrane ce contexte social. Il y a une espèce d'inversion de... pas d'inversion, mais il y a une approche qui est totalement différente et qui du coup a mis cet aspect au second plan, peut-être de manière un peu anecdotique. Après... J'exagère un peu, mais c'est... Ouais, mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça, c'est des vraies questions de montage. Ça veut dire qu'en même temps, commencer sur Domino, est-ce que c'est pas nécessaire? Ça veut dire que même en termes de production, t'es un studio, tu vois un film qui s'appelle Domino, tu vends quand même sur le fait que c'est un biopic. Bon, on peut reparler qu'au début, il y a écrit tiré d'une histoire vraie, plus ou moins, sort of, quoi. Mais malgré tout, c'est ça que tu vends. Et tu vends Keira Knightley aussi. Absolument. Donc, il faut montrer Keira Knightley. Donc il y a un truc de production, mais même en termes de montage, qu'est-ce qu'on veut raconter? On va suivre un personnage. Si on commence pas par ce personnage, on va avoir du mal à rentrer dans l'histoire. Il faut qu'on commence sur elle. Donc je pense qu'il y a un choix de montage qui n'est pas forcément l'envie de dénuer cet aspect social, mais l'envie de, pour commencer une histoire, vaut mieux commencer sur ce personnage-là. Bon, on a des exemples de tas de films qui ne font pas ça, et ça marche quand même. Mais je pense que c'est peut-être ce qui n'a pas marché. Parce que quand on écrit un film et une fois qu'on le tourne et qu'on le monte, c'est pas la même chose, on n'a pas les mêmes sensations. On peut trouver un scénario parfait, et puis finalement on supprime toujours des tas de scènes, on en inverse tout le temps. Un film qui est monté exactement comme le scénario écrit, ça n'existe pas, tout simplement. Donc je pense qu'il y a eu cette sensation-là. Moi je trouve que le bienfait d'une certaine manière, et on peut rentrer dans les détails là-dessus,
c'est que justement, c'est en filigrane. Ça veut dire que moi, c'est ce que j'apprécie notamment dans le cinéma du Nouvel Hollywood, c'est que tu suis d'abord des personnages et une histoire, et c'est à travers leurs actions, leurs émotions, que tu commences à comprendre le propos social qu'il peut avoir derrière ou le propos politique. Donc, quand tu parles du Nouvel Hollywood, tu penses au film par exemple de Coppola, de Coppola, les premiers Scorsese, Mean Street, ou Taxi Driver, des choses comme ça. Exactement. D'accord. Où il y a un truc où quand tu regardes Taxi Driver, tu suis Travis Bickle, c'est ça son nom, ouais, qui est chauffeur de taxi, qui est un peu fou, quoi. Mais tu suis pas l'histoire d'un système américain qui est complètement hypocrite et qui va ériger en héros un mec complètement taré. Non, c'est la subjectivité du script qui fait que, et voilà. qui est épousée par Scorsese, qui fait que tu peux t'intéresser au thème. Voilà, exactement. Et je pense que ça a été ça l'idée d'essayer de désappuyer en fait ce truc social, et qui finalement reste d'une certaine manière, mais en même temps appauvri. Moi, ce que je trouve intéressant par rapport au personnage là-dessus, c'est qu'en fait, le script commence, alors en fait, domino, parce qu'on raconte plus ou moins l'histoire d'une nana qui va sauver une enfant qui est malade, finalement, de façon indirecte. Ça veut dire qu'elle a un contrat, et elle va se rendre compte que ce contrat va l'amener dans des sortes de manipulation de tas de gens. Enfin, c'est un gros bordel. Si on essaie On va être honnête, Domino, la première fois, je l'ai trouvé absolument incompréhensible. C'est incompréhensible, il y a trop de personnages, il y a trop de choses, mais il y a ce côté un peu foutraque qui peut être assez drôle d'une certaine manière, et si tu acceptes de te laisser embarquer et que de dire bon c'est pas grave si je comprends pas tout, voilà. Mais ils ont pas prévenu en fait qu'il a été vendu comme un blockbuster lambda, parce que star en tête d'affiche, parce que film d'action, et en fait on s'est retrouvé dans les salles dans les salles multiplex avec un objet qu'on peut qualifier sans prendre de gants d'expérimental, c'est-à-dire qu'il te brouille les pistes en termes visuels, il te brouille les pistes en termes narratifs, et avoir un ancrage émotionnel sur cette fille ou même sur les personnages qui gravitent autour d'elle. C'est la première fois, c'est pas évident du tout. Mais je pense que ça l'est toujours. Pour moi, ça l'est toujours pas au fil des visionnages. Et il y a un truc, et c'est là où je veux en venir, que j'ai compris, c'est que d'après moi, et c'est explicite du coup, en sachant que le scénario de Richard Kelly commence là-dessus, c'est que le personnage principal, pour moi, c'est pas Domino dans le film. Pour moi, alors du coup, il y a le personnage qui s'appelle Latisha, qui est une Afro-américaine. Alors précise, c'est un personnage secondaire. Voilà. C'est donc elle qui est la grand-mère de la petite fille. Pour laquelle il faut absolument trouver de l'argent pour une opération médicale. Donc c'est la petite fille que Domino va être amené à essayer de sauver après un imbroglio pas possible. Voilà, parce qu'ils font un braquage avec des sortes de manipulations. Finalement, ils vendent que c'est telle personne qu'on fait le braquage, mais finalement non. Du coup, ils essaient de les tuer, mais finalement non. Et eux, ils essaient de se débrouiller dans tout ce bordel. Ils sont embarqués dans un contrat qu'on leur a vendu comme un contrat simple, et sans parler de la petite, et au fur et à mesure, ils comprennent qu'en fait, c'est pour cette raison que tout le monde est lié. C'est bon. Aller récupérer 4 mecs qui ont fait un braquage, ils s'aperçoivent qu'il y a une machination pas possible derrière, dans laquelle ils vont être embarqués, et machination dont fait partie Latisha et cette petite fille. Voilà, exactement. Et c'est très dur à résumer. Ouais, c'est très très dur. Je pense que si vous comprenez pas, c'est normal. Hein. Si vous voyez le film, même après ça, on comprend pas. Mais après 15 ans, on a fini par comprendre. Oui, voilà. C'est rassurant. Mais du coup, le script commence sur Latisha, commence sur cette femme du coup qui est en train de délivrer justement les permis. Travaille au DMV. Voilà. Et ce qui est étrange, c'est que si tu regardes le film, le personnage de Domino, c'est presque comme le fil conducteur de l'histoire de cette nana-là, parce que finalement, c'est elle qui va apprendre que sa petite fille est malade, c'est elle qui va agir pour essayer de la sauver, c'est elle qui va plus ou moins évoluer et tout faire pour quelque chose. Finalement, Domino, elle est juste prise dans ce bordel. Ça veut dire qu'il y a, même s'il y a cet aspect de « il faut faire ça », c'est un côté où, si ça avait été un autre contrat, elle aurait fait un autre contrat, elle serait pas mis dedans. Et t'as pas l'impression que elle n'est pas allée vers cette quête, ça lui tombe dessus. Et c'est pas une lutte individuelle qui la prend vraiment, ça la touche, mais t'as pas l'impression qu'elle se dit il faut que je fasse ça pour ma vie. Donc c'est un truc qui est assez étonnant, que ça soit en écriture, en mise en scène quand même, où le personnage, après d'après moi, c'est comme moi je le vois, le personnage principal n'est pas finalement celle qui est exposée, alors qu'en plus c'est censé être un biopic sur ce personnage-là. C'est intéressant que tu dises ça parce que Tony Scott disait aussi, je ne sais plus à quelle occasion, il y a 3 narrateurs. Il y a Keira Knightley, il y a Lucy Liu, donc l'agent du FBI qui interroge Keira Knightley, et il y a Latisha qui revient nous rappeler son histoire. Donc en fait, ta perception est très juste, je pense. Il y a 3 vraies histoires de Domino, l'enquête du FBI sur Domino, l'histoire de Domino et l'histoire de Latisha. C'est tout ça mis dans un shaker de surimpression, de filtres et de montage hyper nerveux. Qui fait cette espèce d'ovni qu'on a. Mais c'est marrant de s'y confronter quand même parce que Va-t'en, il a l'air tellement simple en fait dans son pitch Domino. C'est une fille qui plaque tout pour être chasseuse de primes. Ça aurait pu être une bête histoire de traque à travers les États-Unis. Non, ils y ont mis, Richard Kelly en tout cas, il a mis tout ce qu'il pouvait dedans. C'est un petit peu ce qu'il fera avec l'OVNI qui est indescriptible aussi, qui est Southland Tales, qu'il a tourné quelques années après. Et qu'apparemment il avait écrit en 2000, donc 5 ans avant, et que Tony Scott l'avait lu.
apparemment. En plus. Donc il a aimé Donnie Darko, il a apprécié le script de Southland Tales avant qu'il soit tourné. Et ils ont tourné ensemble. Donc vous avez à la fois donc, le type qui a écrit et réalisé Donnie Darko, qui est prêt à faire Southland Tales, donc qui est déjà dans un mindfuck, comme on dit, pas possible, et qui croise la route de Tony Scott au moment où le mec est au sommet de ses expérimentations plastiques. C'est ce qui fait que Domino, moi, a une saveur, mais aujourd'hui qui est incommensurable. Quoi. Alors en 2005, je crois me souvenir qu'il est sorti en octobre ou novembre. En tout cas, c'était vraiment un film. C'est un peu dur à caser. C'est ni un film d'hiver ni un blockbuster estival. C'est un film de fin d'année du coup. Et la mode à l'époque, il y avait L'exorcisme d'Emily Rose qui sortait. Il y avait 3 enterrements, le premier film en tant que réalisateur de Tommy Lee Jones. Il y a le film d'horreur The Descent de Neil Marshall qui avait fait un carton. Et si je ne dis pas de bêtises, ça ne me revient pas. Tant pis, il y avait un autre gros film. C'est l'époque où Harry Potter, en plus, c'était pas fini, on était au 4e ou au 5e, donc c'était en fin d'année, c'est ce film qui avait toute l'attention, et le reste, après, ramassait un peu les miettes. Donc déjà, film très très dur à vendre, et qui évidemment s'est quand même fait étrier, comme je le disais, par la critique, mais malgré tout, en prenant le temps, là, on s'aperçoit qu'il y a sinon un discours social, au moins des velléités de raconter plus que l'histoire de cette fille qui a plaqué son univers confortable. Et en plus de ça, qu'il y a un objet de cinéma qui ose tout, quand même. Ah oui, complètement. Mais de toute façon, après, comme on disait, il y a toujours le truc sur lequel on n'est pas d'accord tous les deux. Sur le lien entre... Ouais. Ce qui t'énerve, que tu dis quand on dit est-ce que c'était nécessaire de faire ça? C'est vrai que je pense que moi, d'une certaine manière... Est-ce qu'il était nécessaire, du coup, de traiter cette histoire avec ces voilà, parties pris de mise en scène? J'ai utilisé un gros mot, parce que tout le monde a peur quand on dit ça, mais pour moi, la mise en scène, c'est politique. Alors, quand je dis c'est politique, c'est pas politique. Il y a un parti politique, il y a les gens de droite et les gens de gauche. Politique, dans le sens premier et noble du terme, c'est on raconte comment vivent les gens ensemble. Pour moi, une mise en scène, mais ça, je pense qu'on est d'accord, quoi qu'il en soit, que quand tu filmes une scène en plan large, entre 3 personnages qui parlent, ou si tu fais 3 gros plans, c'est pas la même chose. Absolument. C'est pas le même sentiment. Moi, c'est vrai qu'il y a le truc où il y a une part de subjectivité qui est énorme sur comment on aurait voulu raconter une histoire. Malgré tout, je pense qu'en tant que spectateur, il y a des films où tu n'arrives pas à t'imaginer le film mis en scène autrement. Ce qui est particulier avec Domino, c'est que je le vois pas mis en scène autrement, mais en même temps, je me dis peut-être qu'il aurait fallu qu'il se calme. C'est ça qui est bizarre, parce que il y a des films où vraiment tu trouves que la mise en scène elle est foirée, que tu avais un bon script, une bonne histoire, et que putain, il a fallu qu'il ou elle prennent ces acteurs-là, filment comme ça, avec telle focale, avec tel mouvement, il ou elle a niqué le film. J'ai pas l'impression qu'il a complètement niqué le film, parce que Domino ne serait pas Domino sans ça. Mais en même temps, il y a tellement de petits trésors dans ce script qui auraient pu être remontés, et qui sont juste complètement étouffés par la mise en scène, qui fait que j'ai ce manque-là. Et c'est vrai que par rapport au rapport social, si on veut aller plus loin, il y a plein de choses, parce qu'effectivement, tu dis que Domino, elle quitte son confort, parce qu'effectivement, on la montre quand même ouvertement dans la grande maison de sa mère, avec la belle piscine et tout. Elle a tout ce qu'elle veut, elle est avec une cuillère d'argent dans la bouche, Domino. Et elle refuse ça, elle rejette ça. Et toutes les scènes dans lesquelles on voit, c'est quand même le désert américain. Ils vont nettoyer leurs fringues dans une laverie toute pourrie. Ils vont dans des vieilles caravanes avec des gens qui sont très très pauvres, etc. Le film t'expose quand même un milieu américain qui est tout sauf grandiose. C'est très white trash en fait, on reste complètement. On est très très peu dans le bain dans lequel est Domino, on le voit dans quelques flashbacks et c'est fini. Et déjà ça raconte quelque chose, ça. Absolument, et c'est amusant que tu cites, que tu évoques le fait qu'il y ait des trésors qui n'est pas émergé du script, parce qu'il y a 7 scènes coupées qui sont disponibles sur l'édition qu'a sortie Metropolitan. Il y en a une qui est absolument merveilleuse. C'est Domino qui est étudiante et qui est confrontée à la psychologue de la fac, qui est au passage la thérapeute de Tony Scott, qui l'a casté pour le film. Et donc elle est présente dans ce bureau aux côtés de sa mère, jouée par Jacqueline Bisset. Et donc elle discute. C'est une scène qui ne souffre, entre guillemets, d'aucun filtre. Le montage est presque normal pour du Tony Scott en tout cas. On croirait que la scène est sortie de True Romance en fait. Elle est tout à fait lisible, elle ne cherche pas du tout à secouer tes réflexes de spectateur, que ce soit visuel ou auditif. Et il y a un dialogue mais absolument formidable qu'il faut que je vous retrouve on a beaucoup de notes sur Domino. Mais en gros, elle lui dit je vis avec parce qu'elle est bloquée dans une espèce de fac qu'elle déteste.
Et elle dit, je vis à Orange County, je suis coincé avec des connasses crypto-fascistes qui ont laissé un reflet pré-explosé dans la BM de papa. Et non seulement la réplique est un peu caricaturale, mais elle est dite avec une conviction absolue par Karen Knightley. Donc c'est cinglant. Et il y a une émotion qui ressort dans le rapport en fait mère-fille qui est très précieuse et qui est un petit peu noyée au montage dans les scènes en flashback où on voit Domino petite fille où il y a, je crois, mais il y a un plan de Jacqueline Bisset qui dit au revoir à sa fillette de la main. Et il y a tellement de surexposition et de coupe en fait que tu as limite du mal à distinguer l'actrice quand on dirait qu'il y a l'apocalypse nucléaire qu'on voit dans Terminator 2 qui se passe derrière elle et que d'un coup l'écran devient blanc, tu vois. Oui. Non, juste Tony Scott qui s'amuse avec ses avec ses joujoux. Et c'est vrai qu'on perd un peu ça, parce que c'est vrai que la relation avec sa mère est intéressante parce qu'il y a le côté un peu lutte des classes aussi. Ça veut dire que voilà, une mère et une fille, il va avoir quelqu'un qui vit dans l'opulence et quelqu'un qui refuse ça, parce que c'est encore plus fort de refuser. C'est pas... Ce qui est bien, c'est que il montre pas la vie de chasseur de primes comme quelque chose de fantastique, de merveilleux. Elle dit qu'elle cherche l'adrénaline, qu'elle a envie de se battre, de faire quelque chose, d'être proactive. Mais bon, ça fait pas... Quand tu vois le film, tu te dis pas super, demain je vais faire chasseur de primes, ça a l'air super cool. Parce que vraiment, il te montre vraiment une Amérique qui est pauvre de chez pauvre. Même eux, voilà, ils ont pas l'air de vivre très très bien non plus. Donc moi je trouve que c'est un truc qu'on peut garder dans le film quand même et qu'il a laissé par le décor, qui est quand même instauré à la base par le scénario, de ce monde un peu triste de l'Amérique rurale, white trash, comme tu dis, qui est gardé. En plus, il y a tout un truc, je pense, de critique sociale. On parlait de la comparaison qu'elle faisait entre Disneyland et le DMV. Le DMV. Il y a tout un truc, il y a quand même des scènes où on la voit aller à l'église, et elle prend une pièce d'argent à l'église, c'est-à-dire elle prend le truc de l'aumône. Et il y a beaucoup d'images christiques qui sont mises en comparaison avec des trucs ultra cul, ultra trash. Il y a ce truc un peu de l'hypocrisie américaine, quoi. Et de la contradiction aussi, parce que c'est intéressant même. Donc du coup, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il y a tellement de choses dans ce film, c'est que Domino et son équipe sont suivis par une équipe de tournage. Au bout d'une heure de film, ils hésitent à signer un contrat avec un mania de la télé qui est merveilleusement incarné par Christopher Walken, qui est absolument délicieux. Il a avec lui une assistante jouée par Mina Suvari, donc la petite blonde qu'on avait découvert dans American Beauty de Sam Mendes. Et donc ils arrivent à faire signer Karen Knightley, Mickey Rourke et Edgar Ramirez un contrat où ils vont les suivre, donc ça va être vraiment 3 caméramans sur le dos pendant qu'ils font leurs véritables opérations. Et donc télé-réalité hyper racoleuse. Donc le film est déjà tourné avec 6 caméras par Tony Scott. Il se rajoute en plus la liberté de shooter ça de temps en temps comme une télé-réalité. Donc en fait, je pense que la sensation de plan caméra à l'épaule que tu as eu, peut-être qu'elle vient de là, parce qu'en effet, quand j'en parle, ces plans caméra à l'épaule viennent du procédé de télé-réalité qui du coup est encore plus... c'est un matraquage encore plus violent que les expérimentations très pop de Tony Scott. Ouais. Et ce qui est intéressant au moment où elle doit choisir, où il signe le contrat, c'est qu'il y a, il me semble, dans la voix off, elle dit il y a rien de... Hollywood, c'est tout ce que j'exècre. Mais en même temps, j'ai envie que les gens connaissent mon histoire. J'ai envie que mon histoire soit racontée. Et c'est marrant parce que là, il y a toute la contradiction du truc. Et justement, du fait qu'elle a l'air quand même pas forcément à donf dans la religion, mais elle a quand même quelque chose là-dessus, comme truc avec son poisson rouge, etc. Il y a une sorte d'amour pour le vivant, etc. Alors le poisson rouge, il faut en parler un petit peu, c'est un élément de caractérisation. On la voit dans le court flashback toute petite, où elle enterre son père. De mémoire, elle a un petit poisson rouge qu'elle traîne partout, qui s'appelle Sammy, qu'elle adore. Et on voit en fait, c'est un rapport à la mort comme il peut y avoir dans... je sais pas si tu te rappelles la fin de Kill Bill Volume 2 où Bill explique à la mariée que la fille de la mariée a découvert la mort quand elle a marché sur son poisson rouge. Ouais. En fait, il y a un rapport à la mort avec l'enfance, où du coup tu comprends ce qu'est disparaître et crever, avec un poisson. Il y a la même chose dans Domino en fait, il y a cet outil narratif où tu vois cet enfant qui va enterrer son poisson, en l'occurrence le jeter dans les toilettes, la mort dans l'âme. Et en fait... c'est pas mentionné en fait, on n'en parle pas pendant le film, mais Domino a un poisson rouge, Domino, je parle celle du film, pas la vraie, tatoué sur le cou. Et sur la nuque, elle a Tears in the Rain qui est tatoué, donc qui n'a rien à voir, qui est une citation du coup du poème de Rutger Hauer à la fin de Blade Runner. Donc c'est 2 éléments comme ça, direction artistique très discret. Et j'en parle pourquoi ? Parce que ce poisson rouge, c'est une idée pas de Richard Kelly le scénariste, mais de Tony Scott le cinéaste, parce qu'il a tourné Man on Fire, son film précédent. Et pendant le tournage de Man on Fire, qui est une histoire de kidnapping avec Denzel Washington et Dakota Fanning au Mexique, la petite Dakota Fanning, en fait, pendant le tournage, avait un poisson qui était mourant, et elle a raconté ça à Tony Scott, et ça l'avait beaucoup touché. Donc en fait, il a repris cette idée de poisson mort, ou en tout cas mourant, qu'il a collé dans le personnage de Domino.
C'est comme ça un ajout extérieur complètement inattendu. Ouais, et qui est plutôt touchant. Ça marche bien. Hein, et qui est assez nécessaire aussi, parce qu'on disait, notamment par rapport à Latisha et tout, que les personnages existent sans vraiment exister, quoi. Ça veut dire que Domino, on comprend qui elle est, mais on n'a pas vraiment l'impression, ce qu'on disait du manque du fait que j'ai pas l'impression que c'est un personnage vraiment principal. On n'a pas ses aspirations profondes à Domino, on n'a pas vraiment ses émotions profondes. On sait qu'elle a envie d'être chasseuse de primes, qu'elle est un peu rentre-dedans, qu'elle a envie de pécho Choco, et voilà. On n'en sait pas forcément plus. Choco non plus, Mickey Rourke, il y a chaque scène où après chacun va raconter son passé, etc. Mais c'est assez simple, et c'est vrai que des petits éléments comme ça, comme le poisson rouge, je trouve que ça aide à mieux saisir le personnage. C'est des trucs dans tous les films, de toute façon, ça fonctionne. Des choses imperceptibles où tu te dis pas, ça c'est un truc de personnage, mais qui fonctionne et qui le fait exister. Et je pense qu'heureusement qu'il y a ces petits détails pour que le personnage existe un peu quand même. Mais c'est une jolie porte d'entrée émotionnelle, et c'est marrant que tu dises que le personnage de Domino n'existe pas vraiment, sachant qu'elle a vraiment existé. Oui. Et qu'en plus, elle a beaucoup discuté avec Tony Scott au moment du tournage. Elle a été présente sur le tournage de Domino aussi en tant que, pas consultante, mais ils l'ont vraiment inclus dans le processus. C'était aussi le cas du scénariste Richard Kelly. Il disait que les scénaristes sont pas toujours les bienvenus sur le tournage, que lui il voulait être là parce qu'il adore Tony Scott, mais qu'en plus de ça, il a vraiment été inclus dans le processus. Il y a notamment une scène totalement ubuesque où, après un accident phénoménal, il y a Tom Waits qui sort de nulle part, qui joue un prédicateur fou, qui débarque, et qui leur fait un petit speech en fait en plein dans la vallée de feu, tu vois. Ouais. C'est la scène la plus ovniesque du film, avec du Tom Waits. Oui. Donc Tom Waits arrive sur la musique de Tom Waits. C'est magnifique de sursignification. Et Richard Kelly, le scénariste, raconte qu'il a pu réécrire cette scène en fait à même le tournage, donc avec Tom Waits, et Tom Waits se balade avec une espèce de petite bible mais fait de briques et de broc. Et on croit qu'il l'a dessiné lui-même, on sait pas trop. Et en fait, apparemment, dans la Bible, Tom Waits s'était écrit des répliques, en fait. Il préparait son rôle avec ça. You see, if you don't give back the money, you all will die. And you will die contorted, and you will die unforgiven. You see, there's this puzzle, and at the center of this puzzle, there's a child, and this is a very sick child. Very sick child. But this child will be a great leader someday. Do you know the child I speak of? Yes. Well, you have only one destiny, and that destiny is that you must offer your lives in exchange for the life of the child. Then and only then will you truly be cleansed in the blood of the Lamb. Donc c'est un vrai film, c'est un film de studio, mais qui est, une fois encore, il y a cet aspect humain, je trouve, qui ressort plutôt bien. Du moins, quand on a appris à appréhender le film, on le ressent beaucoup mieux la première fois, c'est très difficile. Mais heureusement, parce que sinon, ce serait beaucoup, justement, avec ce qu'on peut reprocher de la superficialité de la mise en scène, qui n'est pas vraiment au final. S'il n'y avait pas eu ce côté humain, je pense que ça aurait été encore plus dur. Après, c'est vrai qu'en termes de scénario, Richard Kelly est là, Domino est là. Bon, je pense qu'après, la vraie Domino Harvey, je suis pas sûr qu'elle connaisse grand-chose au cinéma et que quand elle voit un truc tourner, on sait pas ce que ça donne. D'ailleurs, même quand on est acteur ou réalisateur et qu'on tourne la chose, on sait pas l'émotion que ça donnera. On peut rater complètement un personnage, c'est pas pour rien qu'il y a des tas de films où des acteurs ont été changés au milieu, ou alors qu'un personnage est carrément supprimé du film parce que sur le plateau ça marche et en fait au final au montage ça marche pas. Donc il y a eu peut-être cette sensation de créer quelque chose. Après je pense qu'effectivement encore une fois ça a peut-être été un peu étouffé par la mise en scène de Scott. Il y a un truc de les personnages subissent les événements, comme si les événements presque étaient plus importants finalement que les personnages eux-mêmes. Et c'est peut-être pour ça que moi j'ai un peu plus de mal à saisir ces personnages-là. Là où Latisha, ce que je disais, elle prend le contrôle plus ou moins de la situation. Pour sauver sa petite fille. Voilà, elle y va, elle se met en avant. Eux, ils subissent le truc et ils suivent les événements et presque... Ce qui est drôle, c'est les événements, les fausses narratifs. Quand je parle de fausses narratifs, c'est quand, en termes de scénario, on crée une attente chez le spectateur et on déjoue l'attente. Notamment la fameuse scène très connue qui a eu le Hall of Shame. J'allais y venir. Ouais. Voilà, où elle est face à des... il faut la raconter celle-là du coup, donc, sur le faussé narratif. Domino Harvey, dans la vraie vie, a donc enfoncé une porte quand elle était chasseuse de primes et se retrouvait face à 12 mecs armés au lieu d'un seul, qu'elle attendait, qu'elle venait chercher. On ne sait pas comment elle s'en est tirée, mais dans le film, elle s'en tire en faisant une lap dance donc, à l'un des gangsters. Précision,
Les gangsters en question, c'est le 18th Street Gang de East LA. Donc ce sont de vrais gangsters que Tony Scott est parti caster à même la rue, il aime bien faire ça. Donc il y a un vrai gang, ils ont tourné en plus dans une vraie baraque, je sais plus si elle appartenait au gang ou quoi, mais en tout cas c'est pas un décor de studio, ils ont tourné. Elle rentre là-dedans, elle est face à ces types-là, et donc elle s'en sort d'une manière absolument grotesque, mais au sens plein et entier du terme, c'est-à-dire que tout le monde sait qu'à ce moment-là, c'est totalement irréel, quoi, c'est pas possible. Donc, et du coup, tu précisais que donc a reçu faut retrouver le truc exact, mais Domino a reçu le Hall of Shame d'un syndicat je crois, de critiques, Women Critics, il faudra que je retrouve le nom, mais parce que ça a été jugé comme profondément misogyne au possible. Mais une fois encore, Tony Scott parle de réalité exacerbée, en fait, tout au long de la fabrication de Domino, et dit, moi, elle a vécu des trucs incroyables, et j'avais envie pas seulement de les montrer, mais de leur ôter les tripes un peu, quoi. Et donc il s'est sorti les tripes au montage, à la lumière, et ça donne cet objet. Justement, on parlait de mise en scène, peut-être que ce qui peut gêner, moi c'est pas une scène qui me gêne profondément au final, mais ce qui peut gêner, c'est la façon dont il filme Domino. C'est-à-dire que c'est pareil, il y a des façons de filmer les choses. Dans le striptease, on voit, il filme le cul de Keira Knightley, il filme tout son corps, il la met en beauté, on va dire, sexuellement, il érotise. Moi, c'est pas un truc qui me gêne dans le sens où en fait il érotise Choco aussi, enfin il va érotiser plein de personnages, c'est un truc Tony Scott, enfin faut pas oublier que c'est un mec qui vient des années 80, c'est un pubard, érotiser c'est son taf en fait, ça veut dire même les bagnoles il les érotise. Il a un contrat avec Marlboro, de toute façon il en avait un à l'époque, il faisait un film par an pour Marlboro, qui ne passait jamais aux USA parce que c'était interdit de faire la promotion du tabac. Mais voilà, ça lui servait de labo expérimental, mais oui, c'est un pubard dans l'âme. Voilà, et ça c'est son taf, et pareil, les années 80, on connaît, voilà, si tu vois tout le cinéma d'Adrian Lyne, Alan Parker et tout, c'est des gens qui érotisent, et je trouve que Tony Scott est un peu dans cette lignée-là de cinéaste, on va dire, qui esthétisait l'érotisme, quoi. Et là, il le fait. L'érotisme Choco, comme tu disais aussi. Ouais, voilà, complètement. Il y a un moment où on le voit vraiment, elle le regarde, il est super sexy. Ah, mais c'est anecdote, c'est justement si tu penses à la scène de la laverie. Oui. Alors, ils sont donc dans cette laverie toute pourrie, et c'est une scène super drôle parce que c'est ubuesque aussi. Mickey Rourke et Keira Knightley sont en train de discuter assis sur une machine. Plus loin, Choco, alias Edgar Ramirez, enfin l'inverse plutôt, Edgar Ramirez, alias Choco, commence à se déshabiller. Il renifle ses fringues, il se renifle sous les bras en fait comme un animal pour savoir si les fringues sont encore mettables un jour ou deux ou pas. Et en fait, il se retrouve en slip dans la laverie, une laverie publique où tout le monde peut rentrer. Et ça, c'est aussi une idée de Tony Scott, ça vient pas de Richard Kelly. Il s'est levé le matin, donc à 3h30, parce que Tony Scott se levait à 3h30, s'enfiler 2 cafés et un cigare avant de bosser sur ses storyboards. il disait qu'il dormait rarement plus de 5 heures par nuit. Et il se demandait, mais comment est-ce que je peux, à l'écran, rendre l'attirance naissante de Keira Knightley pour le personnage de Choco. Et là, en fait, sur le tournage, il a ramené un slip. Et en fait, le slip que porte Edgar Ramirez, c'est un slip à Tony Scott. Il lui a dit, t'es gentil, tu vas mettre ça sous ton jean. Et quand il fait cette espèce de striptease improvisé, où il se renifle à droite à gauche, donc il a le slip de Tony Scott. Et ça marche, en fait, parce que c'est à la fois inattendu, c'est très drôle. Et il y a Mickey Rourke qui regarde Keira Knightley qui lui fait, bah alors, qu'est-ce que tu mates, il y a un truc qui te plaît? Il fait, oh non, rien. Puis elle a un sourire très, très, un peu espiègle à ce moment-là. C'est une des petites portes émotionnelles, en fait, pour entrer dans le film. Un peu comme le Poisson Rouge. En plus sexy, ouais. Et qui est comme ça, qui était pas dans le script. Donc c'est étonnant en fait de constater que ces petites choses qu'on juge plus faciles à appréhender que le côté foutraque, elles viennent aussi de Tony Scott en fait. Il a réussi à capter quelque chose quand même chez cette fille. Oui, complètement. Il y avait un truc sur la mise en scène dont on n'a peut-être pas parlé, c'est qu'effectivement on expliquait qu'il y avait tout ce truc de l'équipe de télévision. Du coup. Oui, absolument. Donc il arrive à mi-métrage au bout d'une heure sur deux que dure le film et qui va suivre l'équipe de chasseurs de primes et retransmettre leurs exploits, si on peut dire, à la télé. Il y a tout un truc, on parlait un peu de la critique américaine, on a parlé d'Euro Disney ou alors du prolétariat américain, etc. Mais il y a tout un truc sur les médias aussi, de façon, comme tu l'avais dit dans l'intro, donc déjà Domino c'est la fille d'un acteur. D'ailleurs, dans le film, on voit un extrait d'un film dans lequel joue son père. Son père, Laurence Harvey. C'est un extrait en noir et blanc qu'on voit sur un petit poste. Voilà. Je sais plus, The Manchurian Candidate. Il me semble. Comme ça, ouais. Et il y a plein d'extraits de télévision dès le début du film. À un moment, il rentre dans le camping-car, il regarde le maillon faible. Et il y a cette question assez géniale, moi, je trouve, dans le film. Je pense pas que ça soit une vraie question du maillon faible américain, si ça allait, ces choses. C'est avec combien d'orteils naît un être humain normal. Bon. Ça résume tellement bien le genre de questions que peut se poser Domino. Tu vois. Ouais. Domino, le film, je veux dire. Donc, oui, déjà, explorons cette idée. Donc déjà, il y a le truc de la télévision. En ayant lu une partie du script, il y avait encore plus de références. C'est-à-dire qu'il y a un personnage aussi un peu étrange qui est le chauffeur des chasseurs de primes qui s'appelle Alf.
Oui. C'est pas dans le film, mais dans le scénar, il devait porter un t-shirt Alf. Alors il faut préciser qu'il est Alf, en fait, il est donc les personnages sont présentés de manière assez jouissive en fait tout au long du film. Et Alf, donc c'est leur chauffeur, il est afghan. Ils n'arrivent pas à prononcer son nom, et comme apparemment une fois dans sa vie il a mangé un chat, il l'appelle le bouffeur de chat. Voilà. Et il l'appelle aussi, c'est un double surnom qu'il a, mais il l'appelle Alf tout le long du film. Ce mec a vraiment existé. C'est à l'époque où les vrais Domino, Choco et Ed se cherchaient un chauffeur. Ils ont déniché ce type, mais apparemment, le portrait qu'en fait le film est assez fidèle, vu qu'il passait son temps à glander, manger des pizzas, et de temps en temps il conduisait. Et ils n'arrivaient pas à dire son nom, donc il l'appelait même pas Alf, il l'appelait Afghan, tout simplement. Okay. Voilà. Mais ils l'aimaient bien, du coup ils l'ont gardé, parce qu'ils apprécient sa compagnie. Et du coup, effectivement, le Alf devait porter un t-shirt Alf, avec la tête du personnage de télévision. Donc il y avait tout un truc déjà dans le script, et ensuite, de façon qui apparaît dans le film, où il y a toutes ces émissions, et aussi une scène assez dingue avec le personnage de Latisha, du coup, qui est dans une émission de Jerry Springer. Alors pour ceux qui connaissent pas, peut-être il y en a qui ont vu Austin Powers, il y a une scène assez géniale chez Jerry Springer. C'est typiquement américain quand même, le choix de Jerry Springer. Et c'est un peu le c'est mon choix version hardcore avec des gens qui réagissent, c'est-à-dire des gens qui viennent raconter leur vie un peu pourra, vous donner leur avis sur des choses, et puis il y a le public qui va être interrogé, et eux réagissent à ça. Et là, il y a cette scène dingue où Latisha dit moi je vais créer des sortes de mix race, donc il y a latino noir, il y a... je sais plus ce qu'elle invente. Blacktino, Japtino, Jap Black, enfin c'est un peu n'importe quoi. Il débarque avec un organigramme imprimé où il y a toutes les catégories sociales mélangées, puis c'est une suite de néologismes en fait. Et les gens qui réagissent, qui sont ultra vénères, il y a tout ce truc, voilà, la télévision américaine, en gros ils te disent, c'est ça. C'est quand on pose des questions connes. Quand on va starifier les gens, parce qu'il y a tout un truc sur la starification aussi, c'est sur des choses idiotes. Et il y a tout ce truc effectivement où, avec le personnage de Christopher Walken, qui finalement à aucun moment a l'air de vraiment se dire l'histoire de cette nana est intéressante, etc. C'est que du deal, c'est que de la thune, c'est que de l'audimat. Il pense que comme ça. Et il pense pas à se dire oui, bon, finalement, peut-être qu'on raconte pas quelque chose là-dessus et tout. C'est vraiment l'univers de la télé sans filtre et de façon très critique, au final, qui est abrutissante et abrutie. Il y a une image qui t'avait plu dans le film, donc vers laquelle justement, c'est là qu'on diverge un peu. Tu as eu une approche un peu symbolique de cette scène-là, alors que moi, je la prends vraiment de manière un peu terre à terre. Ils sont dans un motel, un petit motel, à un moment donné, qui existe vraiment, qui est au pied de rocheuses, enfin de trucs rouges magnifiques. C'est un endroit où Tony Scott allait faire apparemment de la marche et de l'alpinisme, pour le détail. Mais un élément de réel de plus ajouté au film, donc dans ce vrai motel. Choco, Edgar Ramirez, a tenté de séduire Karen Knightley. C'était pas le moment du tout, elle l'a foutu à la porte, et lui est énervé, est très très frustré, part dans la chambre de Mickey Rourke, et Rourke est en fait posé sur son lit tranquille en train de mater un porno un peu pourri sur la télé du coin. Il est assis avec sa clope, il fait c'est nul, il montre jamais le foot dans ces hôtels de merde, qui est totalement pas du tout dans le mood de son collègue. Choco s'énerve, prend une chaise et en fait fracasse la télé, et il y a un plan ultra violent sur la chaise qui rentre dans l'écran de télévision et qui éclate en fait ça au moment où un porno est en train de passer. Et toi, ça t'a quand même frappé sur vis-à-vis une fois encore du rapport qu'entretient le film avec la télévision et Bah ouais, assez, mais dans le sens où il y a un élément qui est rajouté en plus. Sans ça, j'aurais pas eu, mais c'est que en fait, à partir de ce moment-là, l'équipe de tournage ne les suit plus en fait. Faut qu'on se bouge, on a la mission. Enfin, il y a un truc, il y a un rebondissement dans l'histoire qui fait qu'il faut qu'ils se bougent. Et qu'il faut plus qu'ils soient filmés parce que ça devient chaud pour voilà, donc exactement. Ils se cassent et ils font sauter le van de l'équipe de télé. Exactement. Donc il y a quand même ce double truc, c'est-à-dire qu'il fout un coup de chaise, mais je pense que c'est à double tranchant. Après, effectivement, c'est peut-être trop symbolique dans ma tête, mais il y a un truc, je trouve, qui est quand même assez dingue, où juste au moment où ils vont lâcher l'émission de télévision et qu'ils se disent maintenant c'est trop important que pour la télé nous suive, c'est trop compliqué que pour la télé nous suive. En plus, le personnage a fracassé la téloche, où on est au summum du summum, c'est-à-dire qu'il regarde un porno. Alors que finalement, tout ce que raconte le film sur la télé, c'est que la télévision américaine, c'est de la pornographie. C'est-à-dire que quand tu vois la Latisha qui parle, c'est la pornographie de la misère ou c'est la pornographie de la connerie, tout ça, quoi. Donc c'est pour ça que j'y voyais une sorte de symbolique qui est peut-être pas pensée, mais qui quand même est assez forte. C'est-à-dire qu'il y a ces deux choses qui se font au même moment, qui pour moi racontent quelque chose, quoi. En plus, il y a ce truc au rapport à la télévision, c'est que du coup sur le script de Richard Kelly, je t'avais envoyé, il mettait que le générique devait ressembler à une sorte d'émission télé des années 80. Ouais. Moi je trouvais déjà, c'est vrai qu'il y a ce truc un peu Domino. Alors il faut préciser que le générique est, vu que Domino est un film jouissivement littéral, le film s'appelle Domino, le personnage s'appelle Domino, et le générique est fait de dominos qui tombent les uns sur les autres. Voilà. Exactement. Mais c'est marrant d'ailleurs, c'est un générique un peu à la Mission Impossible, parce que vous avez des petits bouts de scènes de l'histoire qu'on va vous raconter, mais la mise en scène de Scott en fait est tellement expérimentale que je mets au défi
quiconque découvre le film de dénicher un spoiler parce qu'on comprend strictement rien de ce qui se passe à l'écran. Donc il y a des filtres de partout, on voit Mickey Rourke avec un gun. Oui, c'est des incrustations. En gros, il y a des formes de dominos et les images sont incrustées dans les dominos qui se confrontent, qui se touchent, qui se séparent. Enfin bref, voilà, qui rebondissent les uns sur les autres. Il y a même un plan où on voit Choco, Edgar Ramirez, qui a défoncé à la mescaline au bord d'un immeuble sur un toit qui doit avoir, je sais pas, 30 ou 40 étages. Et en fait, c'est un plan qui est tiré d'une scène coupée, qui est même pas dans le film, mais qui est dans le générique. Donc, le générique, en fait, il a beau dérouler tout le récit, vous n'êtes pas du tout à comprendre ce qui va se passer par la suite. Mais il y a quand même ce côté un peu, finalement, résumé d'émission, résumé de film. Qu'est-ce que ça va être? Il y a même des scènes, il y a une scène où elle se fait diplômer, Domino. Il va passer en accéléré, en plan large, la scène où ils montent tous sur le banc, ils se font donner leur diplôme et puis ils repartent. Parce qu'elle a un prix du meilleur chasseur de primes, en fait. Exactement. Comme ça. Et après, elle revient dans la scène, comme si on avait eu une sorte de mini-trailer de la séquence, et là, on va voir la séquence en entier. Et ça, c'est un truc qui est aussi très télévisuel, au final. Et je pense, on parlait justement de la mise en scène, et du coup, il cite une émission, du coup, Richard Kelly, sur laquelle il devait se baser pour le générique, mais bon, c'est plus du tout ce qu'ils ont fait, qui s'appelle, je sais plus, Replays, je sais plus, bon, il y en a une, c'était That's Incredible, ça ressemblait pas beaucoup. Qui est pas très proche, on en allait regarder, c'est vrai que... Et une autre qui commence par Replay, je sais pas quoi, enfin bref. Mais du coup, c'est une émission qui prend des faits dingues. Enfin, genre, voilà, un enfant qui sait jouer du piano magnifiquement, et puis il a joué dans telle série, etc. Génial, on va suivre son histoire. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la mise en scène était très proche de celle de Domino. Ça veut dire qu'il y a des ralentis, des accélérés, il y a des surimpressions, il y a des flashs au blanc. Et c'est assez dingue. Et finalement, c'est là où le signifiant de la mise en scène devient aussi un peu plus intéressant. Ça veut dire qu'il y a quand même une attaque de la télé, qui est assez lourde dans le film, qui est assez explicite. Et en plus, finalement, même la forme, qui se veut expérimentale et tout, va chercher du côté de la télé. C'est-à-dire qu'on va y aller à fond, et même sur le signifiant. Ce qu'on disait, effectivement, où le personnage Tom Waits va faire un truc avec sa main, il va avoir un son de serpent à sonnette, quoi. On va entendre, oui, vous pensez que nous, dans les quartiers, on fait des gangbangs ou des trucs comme ça, et puis derrière, tu vas entendre des gémissements de femmes, quoi. Il y a un truc ultra littéral, mais qui finalement, si on regarde, je pense que demain, on regarde les Marseillais à Ibiza, ou je sais pas, des conneries comme ça. Ah, c'est demain? Exact, cool. Ouais, c'est demain. Putain, en plus, t'as pas vu l'épisode d'avant-hier, hein. Non, faut regarder. Terminons vite. Je pense vraiment qu'il y a cette stylistique-là aussi qui est donnée. Et c'est marrant le croisement entre l'envie de Tony Scott de chercher à faire de l'expérimental, et au final, quand tu tombes sur une émission télé qui est référence de Richard Kelly dans le scénario, tu dis putain, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a plein d'axes, ça bouge tout le temps, il y a des effets tout le temps, tu sautes. Pareil, il saute du passé au présent, il y a 3 narrateurs différents, et en fait, finalement, il a créé une esthétique télévisuelle pour critiquer aussi la télévision. Donc en plus, c'est marrant, c'est tout le truc contradictoire qu'il y a dans ce film, un peu complètement schizophrène entre le rapport ultra social qu'a Kelly et Tony Scott, qui pas s'en fout, mais a l'air plus de passer sur sa mise en scène. Une mise en scène qui se veut expérimentale, mais qui finalement correspond complètement au canon de la télévision. Le fait, c'est un biopic, mais c'est pas vraiment un biopic. Il y a un truc qui est très étrange. Je pense que c'est quelque chose aussi qui a pu gêner certaines personnes, parce que ça part un peu dans tous les sens. Ça part complètement dans tous les sens. Et on a un peu l'impression qu'il y a eu 10 créateurs différents, et que même une même intention peut se dériver sous 5 formes différentes, en fait. D'où la mise en scène. Ça, c'est incroyable, quand même. Ouais, je pense qu'on peut finir sur un élément qui est... parce que dans tout ça, en fait, vis-à-vis filtre de télévision, biopic, mise en scène expérimentale, c'est le rapport à la réalité de ce qu'a vécu Domino qui est vachement intéressant. On ne connaîtra jamais, malheureusement, la vie de Domino Harvey, vu qu'elle nous a quittés il y a un moment déjà. Elle est décédée le 27 juin 2005 d'une crise cardiaque dans sa salle de bain, donc elle n'a même pas vu le film. Mais il y a 2 éléments de sa vie qu'on sait avérés, à savoir qu'on ne sait pas si elle était lesbienne, mais en tout cas elle était attirée par les filles aussi. C'est quelque chose qui a été évacué du script et du film, c'est un élément qu'ils n'ont pas gardé. Elle était aussi accro aux drogues dures, c'est ce qui a eu sa peau d'ailleurs, la pauvre, quand elle est morte en 2005. Et c'est quelque chose qui fume quelques joints, mais c'est pas quelque chose qui visiblement a intéressé Richard Kelly et Tony Scott, à tort ou à raison. Ouais. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est une forme, ils ont voulu donner cette espèce de réalité exacerbée, cette tranche de vie qui va à 200 à l'heure, qui est quelque chose que j'aime, c'est un film que j'adore, Domino, c'est un de mes Tony Scott préférés, je crois, avec le temps, alors que c'est celui que je haïssais le plus il y a 15 ans, mais il a fait son chemin, et ma foi je trouve qu'il méritait qu'on revienne. Oui, complètement, et puis moi comme je disais, voilà, ça m'a aidé effectivement à comprendre ce qui pouvait me plaire un peu plus, que ce soit dans la mise en scène et le propos, et à comprendre ce qui me gênait. Et je pense qu'effectivement, il y a ce truc, moi, pour ma part, de ce côté un peu trop schizophrène, quoi. Ouais. Et un peu trop des choses qui s'étouffent les unes les autres, parfois, quoi.
Puis il a un côté spectral, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, parce que je le trouvais attachant au fil du temps, mais en fait il est rempli de gens qui sont plus là. Il y a donc Domino Harvey qui est morte en juin 2005, le producteur Samuel Hadida qui est mort en novembre 2018, et Tony Scott lui-même, donc comme vous le savez peut-être, qui s'est donné la mort le 19 août 2012 lorsqu'il a sauté du Vincent Thomas Bridge, le pont qui relie San Pedro à Los Angeles. J'ai toujours un énorme pincement au cœur quand je repense à Tony Scott, un cinéaste auquel je reste hyper attaché. Et il faut que je le dise, je crois que c'est parmi les projets annoncés et jamais tournés, c'est son remake de The Warriors, Les Guerriers de la Nuit, que j'aurais adoré voir, sachant les recherches qu'il a fait vis-à-vis des chasseurs de primes qu'il est parti filmer la nuit, son approche du 18th Street Gang qu'il a mis dans Domino. Enfin, c'était le moment parfait, je trouve, de sa carrière pour aller s'attaquer à ce film-là. Et malheureusement, on ne le verra strictement jamais. Ou alors par un autre cinéaste, mais je sais pas trop. Du coup, là, tu vois, tu disais, il y a des films, tu as du mal à imaginer qui pourrait les réaliser. Je vois pas trop qui pourrait prendre le relais sur un projet comme le remake des Guerriers de la Nuit. D'ailleurs, je sais pas si c'est enterré, mais je n'en entends plus parler depuis... c'est vrai qu'en plus, il y a ce côté très 80s, de toute façon, l'original qui est fait par... Walter Hill, etc. Ce truc ultra coloré, ultra pop. Walter Hill, qui est un cinéaste que j'aime beaucoup par ailleurs pour ça. Et c'est vrai que Tony Scott, il était un peu dans cette lignée-là encore. C'était un des rares qui aimait jouer avec les formes, avec les couleurs, et qui aurait pu donner à Warrior une sorte de remake logique. Voilà, en fait, dans la mise en scène est un peu plus moderne, mais malheureusement, voilà. Aujourd'hui, qui pourrait le faire? C'est vrai qu'on ne sait pas trop. Quoi. Pour conclure, ce sera Richard Kelly, le scénariste, qui donc était très présent sur le tournage, dit que Tony Scott ne cessait de se référer à la famille Tenenbaum de Wes Anderson. Alors, pour ceux qui ont vu les deux films, c'est absolument fascinant comme remarque, parce que c'est pas vraiment le film auquel on pense en premier. C'est des cadres extrêmement, enfin, comme toujours chez Wes Anderson, c'est extrêmement statique, une forme de préciosité Art Nouveau européenne très très marquée chez lui, alors que Domino est infiniment plus foutraque, quoi. La ligne claire, il connaît pas. C'est vrai qu'on n'en a pas, on n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai que par contre, le film auquel on peut l'associer, par contre, c'est Tueur né d'Oliver Stone. Tueur né, oui, bien sûr. Que tu disais que c'était un film jumeau, et c'est complètement ça, où on suit du coup un couple de tueurs en série qui sont inspirés des Honeymoon Killers, qui se font suivre par une équipe de tournage pendant leur pérégrination en prison, où ils créent une émeute, etc. Et il y a cette même expérimentation cinématographique avec les titrages, les couleurs, les surimpressions. Il y a tout ce même truc. C'est vrai que c'est étonnant d'entendre Famille Tenenbaum alors qu'on pense à Tueur né, quoi. D'ailleurs, pour ceux qui aimeraient revoir Domino, moi je conseille vraiment d'essayer de se faire double programme Tueur né Domino. Je pense que c'est intéressant de les confronter, parce que c'est des films qui se ressemblent beaucoup et diffèrent sur plein de choses aussi, donc c'est assez... Voilà, mais ça en dit long en tout cas, cette anecdote sur la famille Tenenbaum, sur l'ambition esthétique de Tony Scott, il estime qu'il s'est un petit peu craché en plein vol sur ce film, mais je trouve qu'en le revoyant, il y a quelque chose, je le trouve super attachant. Et on va terminer là-dessus. Je veux absolument saluer l'excellence de l'édition DVD et Blu-ray qui a été fait par Metropolitan. Même si vous détestez le film, c'est un cadeau en fait, qui est fait aux cinéphiles. Il y a une tonne de documents passionnants, il y a un journal de bord de Richard Kelly quand il filmait un petit peu des scènes tournées, avec notamment des personnages secondaires. Il y a tous les aspects humains du métier qui sont couverts, on y voit plusieurs fois la vraie Domino Harvey, et tous les bonus sont sous-titrés, y compris il y a 2 commentaires audio, il y a des réunions de prod, on entend même Tom Waits en commentaire audio, Richard Kelly, Tony Scott bien sûr. Et donc bravo, quoi. C'est un film qui n'est pas très apprécié, mais il y a un sublime travail éditorial qui a été fait sur ces éditions, donc il toujours être comme ça, ils l'ont traité comme un Kurosawa limite, c'est un truc... Prenez-en de la graine les autres. Ouais, c'est ça, hein. On vous connaît, on sait qui vous êtes. Merci Yoann, merci beaucoup. Merci à toi. L'Infini Détail, c'est aussi un site web, infinidétail.com, pour trouver des critiques, des entretiens, enfin tout ce qu'on arrive à produire avec notre soif maladive de films au quotidien. On a un magazine papier qui est encore disponible à la librairie Ombre et Lumière, la faction cinéma d'Ombre Blanche à Toulouse, qu'on salue chaleureusement. Et enfin, si vous aimez notre travail, que vous souhaitez nous soutenir, on a un compte Tipeee qui est très facile à trouver, donc c'est Tipeee, tip3e.com/infinidétail tout attaché. Et ma foi, je te dis à une prochaine fois autour de cette table, Yoann. Oui, pas tout de suite. Ouais, on a les Marseillais à regarder. Voilà, c'est ça exactement. On va aller faire ça. Merci à tous, à bientôt.